Bonjour à tous, bienvenue du coup. Donc on va vous faire une petite présentation déjà de CGI, parce que les vidéos c'est bien, mais c'est sympa, mais on va vous expliquer un petit peu plus en détail ce que fait CGI, et notamment sur la data. Et ensuite, Laura elle va vous présenter une étude de cas, donc un retour d'expérience qu'on a eu avec un client de Marseille, sur du Power BI Embedded et de l'affichage dynamique. Voilà, donc Laura va vous présenter cette étude. Alors, CGI, c'est quoi? Donc, CGI, c'est une ESN d'origine canadienne, donc, qui existe depuis 45 ans. C'est une très grosse entreprise au Canada. En Europe, on est aussi très présent, donc, notamment en France depuis le rachat de Logica en 2012. Donc, CGI est parmi les ESN incontournables en France. Donc, chez CGI, on est très attaché à la mesure de nos résultats. Donc, on mesure en fait la satisfaction de nos clients. Donc, on a du coup une note de 9,3 sur 10 qui nous donne nos clients sur la satisfaction des projets réalisés chez CGI. On a 95% de nos projets qui se réalisent en budget et planning, et aussi des clients qui sont très satisfaits de notre implication dans l'innovation. On a aussi la particularité chez CGI que tous les consultants, tous les employés de l'entreprise peuvent être actionnaires. Donc, on est tous, sur notre propre choix individuel, mais propriétaires de notre entreprise. Donc, 86% des consultants, des employés de CGI ont décidé de faire ce pas, de devenir actionnaire. Et c'est très important pour nous parce qu'on est propriétaire d'un petit bout de notre entreprise. Donc, chez CGI, on a plusieurs solutions. Donc, déjà, on fait du conseil vraiment au niveau métier, donc avec une grosse expertise sectorielle dans beaucoup de métiers. Ensuite, on a aussi un accompagnement, bien sûr, en intégration de systèmes. Et on a aussi nos propres solutions. Donc, CGI est aussi éditeur de solutions propres. Donc, dans notre démarche d'innovation, justement, pour répondre aux besoins de nos clients, on a souvent le cas où on développe nos propres outils, nos propres solutions. Voilà. Et ensuite, on a tout le volet de maintenance et jusqu'à l'outsourcing de projets, de départements de nos clients. Donc, au niveau de nos activités, on est bien sûr très présent dans l'innovation, dans le cloud, dans la cybersécurité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus nos activités data et analytics. Donc, en France, on est aujourd'hui plus de 2500 consultants CGI à travailler sur la data. C'est un chiffre qui a augmenté récemment aussi avec l'intégration d'Humanis, puisque CGI a racheté cette année également Humanis, qui avait aussi de nombreux consultants data. Donc, on est présent sur toute la France, comme vous voyez ici. Et on travaille aussi avec des centres d'excellence, des centres d'expertise. Et nous, notamment, on travaille beaucoup avec Montpellier, qui est un gros centre d'expertise avec plus de 200 experts data. Donc, on fait beaucoup de projets en binôme local et centre d'expertise. Voilà. Donc, sur la data, on a un petit peu tous les sujets de data, on couvre tout le spectre de la data, que ça soit de l'intégration, du dashboard plus classique, de la visualisation, bien sûr, avec Power BI. On a aussi des projets de data science, des projets de cloud, des projets de gouvernance. Donc, on couvre un petit peu tout le spectre de la data. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je passe la main à Laura qui va vous présenter notre étude de cas. Voilà. Alors, sur notre étude de cas, on va parler d'un de nos clients locaux, donc sur Marseille exactement, dans l'industrie des spiritueux. Vous pourrez peut-être deviner lequel c'est. Il y avait un projet du coup de migration d'application vente, donc de CRM, où ils voulaient directement
migrer tout leur flux BI du coup vers cette plateforme cloud. Donc en fait, ils ont intégré du Salesforce et ils ont voulu intégrer les KPI du coup Power BI à l'intérieur de Salesforce, car les commerciaux avec cette avancée vers Salesforce n'avaient plus accès à leurs chiffres, aux KPI qui suivaient du coup habituellement. Du coup, on a dû, peut-être que je peux passer sur la slide d'après. Voilà. Donc du coup, les travaux qu'on a menés sur ce projet ont été tout d'abord de créer un data model Power BI à partir des données qu'on avait à l'intérieur de Snowflake. Donc on avait Salesforce, Snowflake, Power BI pour faire en gros, on va dire exactement, la réalisation du coup des rapports basés sur les besoins qu'avait le client et les données qui nous étaient fournies. Ensuite, on a dû mettre en place une sécurité RLS. Donc là, c'est pour afficher que les KPI, on le verra un peu après avec l'affichage dynamique, mais vraiment que ce qui était en rapport avec l'utilisateur qui se connectait sur Salesforce. Donc ne pas afficher ce dont il n'avait pas besoin de voir ou ce dont il n'avait pas le droit à avoir accès tout simplement. Ensuite, dans l'affichage dynamique, on avait aussi tout ce qui était traduction automatique. Donc selon l'utilisateur qui va se connecter, on affichait les rapports en français, en espagnol ou en anglais. Et pour finir, du coup, la mise en place des rapports directement à l'intérieur de Salesforce. Donc là, c'est la partie qu'on va voir juste après. C'est la partie de Power BI Embedded. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que le Power BI Embedded? C'est tout simplement d'intégrer le visuel Power BI, donc ça peut être un KPI, ça peut être une dashboard entière ou carrément le rapport avec plusieurs failles à l'intérieur, directement dans les applications clients. Donc ici, c'est Salesforce. On verra après, je vous montrerai quelques rendus qu'on a pu avoir chez le client. Donc on va dire qu'on a 3 grosses phases pour créer ce fameux Power BI Embedded. Donc d'abord, ce n'est pas écrit là, mais on va créer le rapport déjà, avec toutes les données qui vont avec. Ensuite, on va faire tout un paramétrage web. Donc en définition, on va définir déjà les besoins avec le client. On va intégrer le code embedded directement à Power BI. Donc après, il y a des étapes un peu plus techniques à suivre, mais ça, c'est, on va dire, dans les grandes lignes, avec la génération automatique du token et transmettre aussi aux consultants Power BI tous les éléments RLS, donc du coup de sécurité, qui étaient à la base dans Salesforce pour les paramétrer du coup dans Power BI. Donc c'est là où on arrive après, du coup, donc là ici, mettre en place du coup les données RLS qu'a fourni les développeurs web, inscrire du coup l'application qui a été créée pour du coup le mettre dans Salesforce et donc fournir les paramètres. Voilà, on va dire que les paramétrages web et paramétrages Power BI plus ou moins se parlent. Donc là j'ai mis 1, 2, mais on va dire que généralement ils se parlent un peu entre eux parce qu'il faut justement que les paramétrages soient les mêmes des deux côtés. Et à la fin, on va faire les tests croisés, donc, et de la restitution évidemment. Donc les tests, ils vont consister en quoi? Déjà, on avait parlé de tout ce qui était RLS, donc vérifier que le profil se connecte bien comme il faut avec et rend les données dont il a besoin de voir. Naviguer du coup entre les écrans, donc vérifier que là, on n'a pas juste intégré 1 ou 2 KPI, on a vraiment intégré un tableau de bord entier avec différents onglets, différentes pages. Et donc là, voilà, il fallait voir que ça, on arrivait bien à naviguer entre. Et aussi, pour un souci de performance, essayer de se connecter à plusieurs avec des profils différents pour voir si tout simplement ça ne ramait pas derrière. Voilà, donc du coup, on va passer sur l'affichage dynamique. Donc là, on avait, on va dire, 4 gros sujets sur l'affichage dynamique. Donc le premier que je vous disais tout à l'heure, l'affichage des KPI en fonction du profil. Donc là, grâce du coup à la connexion, au paramétrage RLS de Salesforce vers Power BI, selon le commercial, s'il avait accès à du grossiste, enfin s'il sélectionnait un magasin grossiste, donc par exemple Métro, Cash, je sais plus comment voilà, ou une vue grande surface, Carrefour, Casino, Auchan, on n'avait pas les mêmes KPI tout simplement qui s'affichaient. Dans la même lignée, nous avons aussi l'affichage de différents onglets en fonction du profil. C'est-à-dire qu'un grossiste, il n'avait pas les mêmes vues d'analyse
qu'un grand surface. Donc ça va, là, je vous ai montré par rapport à des filtres grossistes, grande surface qu'on allait choisir, mais ça peut se faire aussi directement par rapport au profil. Donc s'il est dans la région nord ou s'il est dans le sud, il ne va pas avoir les mêmes choses, les mêmes magasins, il ne va peut-être pas avoir les mêmes KPI, il va peut-être avoir son KPI par région et par France, et aussi selon le pays, tout simplement. Donc il va peut-être pas, s'il est en France, il ne va peut-être pas voir ce qui se passe en Espagne, tout simplement. Du coup, il y avait la langue d'affichage, donc là, toujours grâce au RLS, donc par rapport au profil qui était déjà prédéfini dans Salesforce, on a pu directement, automatiquement, alors grâce en fait à Tabular, donc une application gratuite, qui traduisait directement en fait les rapports, sauf la cartographie. Donc là, c'était un fichier plat parce que Tabular, du coup, ne le faisait pas. Et on a pu directement, du coup, grâce au RLS, afficher soit en anglais, soit en espagnol, soit en français, tout simplement. Et donc là, le projet a été fait, du coup, cet été à peu près. Donc il y a encore des choses qui sont en train d'être mises en place, d'où la dernière, donc les liens directs des KPI vers le CRM. Donc là, par exemple, on va avoir des KPI où on a besoin d'avoir des détails, où on a besoin d'avoir une liste. Donc par exemple, typiquement sur les visites à faire dans les magasins. Donc ok, il nous reste 4 visites à faire, très bien, mais où, lesquelles? Et donc là, en fait, l'intérêt, ça va être de dire, ok, le commercial, il voit qu'il lui reste 4 visites à faire dans une certaine zone. Il va cliquer sur KPI, ça va l'envoyer directement dans l'applicatif, déjà dans l'applicatif Salesforce, mais ça va l'envoyer sur le bon onglet où il va avoir la liste. Donc là, on va sortir de Power BI, on va entrer vraiment dans Salesforce et on va avoir la liste, les détails dont il a tout simplement besoin. Voilà. Pour tout ce qui est chargement de données. Donc là, tout a été optimisé pour que, au niveau performance, parce qu'il y a beaucoup, du coup, comme vous avez vu, on est sur 3 langues différentes, donc on est vraiment au niveau corps. On n'est pas que en France, donc il y a beaucoup de connexions qui allaient se mettre, il y a beaucoup de données derrière, donc ils ont tout fait pour optimiser, merci, mais plus mot, optimiser ça. Donc on est passé par une procédure stockée Snowflake qui va prendre environ à peu près 40 minutes de chargement, et seulement si ça a été fait avec succès, on a le refresh automatique du rapport Power BI à l'intérieur de Salesforce. Donc là, ça a été optimisé et ça tourne en environ 3 minutes. C'est fait toutes les 24 heures, donc du coup une fois par jour, mais comme vous avez vu, c'est 3 minutes. Donc si on a envie de faire un refresh manuel, il est faisable. Et on peut aussi en paramétrer plusieurs si un jour cela est utile pour eux. Et du coup, la petite nouveauté qu'on avait sur le projet, c'était du coup aussi d'avoir des alertes directement dans le canal Team, donc pour savoir s'il y avait eu le chargement des données avec succès ou pas, pour que toute l'équipe soit informée et qu'on puisse du coup en ajuster le tir si besoin. Voilà. Donc là, c'est un peu les résultats qu'on peut avoir. Donc on a 3, mais là, vous voyez bien, du coup, on est sur la plateforme du coup de Salesforce avec directement le rapport intégré. Donc j'ai un peu caché les données parce qu'on n'avait pas le droit de nommer le client, mais tu peux passer peut-être sur les salles différentes. Donc là, vous voyez, selon, c'est tout est cliquable, tout est dynamique. Donc on a différents onglets. Donc là, on est connecté avec un profil particulier. Bon, il y en a encore une autre qui me semble. Voilà. Donc selon, voilà, on a les différents là. Là, c'est les fameux boutons dont je parlais tout à l'heure qui après seront certainement cliquables. Voilà. Et donc du coup, avec les différents... là, il y avait normalement un petit filtre où on filtrait directement sur le magasin. J'ai dû vous l'enlever, mais voilà. Donc selon le magasin qu'on va filtrer, selon la personne qui va être connectée, etc., tout va changer. Voilà. Et vraiment, l'intérêt, c'est qu'on reste dans Salesforce. C'est-à-dire que le commercial qui gère en fait ses clients dans Salesforce a son reporting opérationnel directement intégré dans le même outil. Il n'a pas à aller se connecter sur un autre dashboard. Et c'est directement intégré avec des liens justement entre les deux outils. Et ça, c'est vraiment cette fonctionnalité d'embedded qui permet en fait d'intégrer n'importe quel dashboard Power BI dans une application web. Voilà. Donc là, dans l'exemple, c'est avec Salesforce, mais ça peut se faire dans n'importe quelle autre application web. En fait. Et là, on a fait un rapport entier, mais ça aurait pu être juste 3-4 KPI aussi qui apparaissaient dans une page.
Voilà. Une question. Oui. En termes de licence, c'est des choses particulières. Oui, c'est une licence particulière en fait pour BI Embedded et du coup, typiquement, ça va pas être le même nombre d'utilisateurs que sur un dashboard classique, parce que là, typiquement, c'est très opérationnel, donc en fait, il fallu autant de personnes qui se connectent que de commerciaux, donc c'est pas de la BI classique, c'est vraiment très opérationnel pour voir le nombre de visites, vraiment quel rayon a été audité et lequel ne l'est pas. Enfin, c'est vraiment très très opérationnel, hein, très détaillé. Ouais, dans le détail très Très fin. D'ailleurs, voilà, très fin, ouais. Il y a d'autres. Ils ont essayé d'en faire le moins possible, mais on peut aussi cliquer sur certains KPI et avoir directement une extraction Excel pour vraiment avoir un détail et en fait, très c'est fin. une licence spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas une licence Power BI Pro Premium qu'on a l'habitude, mais spécifique à l'embedded et au nombre d'utilisateurs, donc selon les projets, etc. EM1, EM2. En fait, c'est un mini premium en fait, qui est dédié à. Voilà. Pour éclaircir le débat. Il y a combien de plusieurs derrière cette capacité? Voilà, je sais pas, je crois qu'on parlait de milliers. Je crois qu'on parlait de milliers, ouais. Oui, parce que les tests ont été faits sur spiritueux. Quand les tests ont été faits, ça a été fait sur des milliers de profils différents simultanés pour voir si ça fonctionnait ou pas. C'était pour toute la force commerciale en fait. Ouais. Corps, donc c'était qui va dans les bars ou dans les grandes surfaces, vérifier que ces produits sont bien mis en avant jusqu'au l'échelon dessus. Moi, j'ai une petite question, rien à voir sur la partie langue, du coup. Oui. On était sur un dataset, tu avais le réducteur qui gère la culture, on est sur un dataset. En fait, comment c'est géré? Est-ce que c'est 3 datasets? Vous avez utilisé le réducteur pour faire le job, uniquement les métadatas qui sont traduites? Oui. Ou est-ce que c'est un dataset? C'est un dataset. Et c'est que les métadatas qui sont traduites. Ok, et la langue, elle est gérée par le RLS. Le RLS de chaque Salesforce. utilisateur a en face de son profil. Moi, je suis en langue française, un tel est en langue espagnole, et du coup, quand il se connecte, le RLS reconnaît la langue de l'utilisateur et affiche le rapport avec les métadatas dans sa langue. Donc en fait, quand il va se connecter déjà à son Salesforce, il va déjà l'avoir dans sa langue déjà prédéfinie. J'aime bien la traduction, je vais partir de la réduction, mais c'est vrai que je ne voyais pas trop en dynamique comment c'est géré. Je pense que c'est une propriété peut-être de Power BI de bien gérer ça. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être, il y a sur les champs qui nécessitent une traduction, il y a 3 fois plus de données, à la fois c'est ça. De métadata. Les lignes en français, les lignes en non, mais anglais, que au niveau métadata. Voilà. En gros, la RLS, si ça a été géré comme ça, il y a plein de manières de le faire, c'est pour ça, mais si c'est bien comme ça que ça a été géré avec la RLS, en gros, tu vois qu'une seule version des lignes. Une seule version. Oui, c'est ça. Alors là, je pense qu'ils n'ont pas traduit les lignes. Non, pas les lignes. Voilà, donc ça peut pas Non, être c'est comme au niveau ça. des métadatas. Mais Voilà. Là, c'est vraiment. Toi, tu pensais vraiment que dans la table, en fait, c'est un niveau de lignes où il y avait FR, voilà, et qu'en fonction, ça passait, ça fait. Oui, mais c'est un peu. ça. En fait, c'est ça, mais vraiment au niveau, ça va être au niveau des titres, en fait, et pas des campagnes qu'il y a derrière, parce que. Oui. Alors, les lignes, c'est les datas. Oui. Et en tête de colonne, c'est les métadatas. Oui. Là, c'est vraiment les métadatas, parce qu'après, tout ce qui est. Là, on a eu un cas où ce qu'il y avait à l'intérieur des lignes devait être traduit. C'est typiquement dans Salesforce, il y a des endroits où vous avez des ticklists où en fait tu dois choisir dans une petite liste déroulante autres fabricants ou fabricants de matières premières, etc. Et ça, il fallait bien traduire en other supplier ou raw material supplier. Et ça a été géré en plus par d'autres fichiers plats qui venaient alimenter ces listes déroulantes en plus. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi la plupart des données en fait sont déjà dans la langue d'origine. C'est-à-dire que la personne qui va se connecter en espagnol parce qu'elle gère l'Espagne, en fait, elle va forcément avoir ces données déjà entre guillemets en espagnol. C'est-à-dire que les produits qu'il va vendre, si ça se trouve, ils ne sont pas en France, donc en fait, ils vont être écrits en espagnol. La campagne de publicitaire, la description va être déjà en espagnol parce qu'elle fait partie d'Espagne. En fait, du coup, vu qu'il va avoir que l'Espagne, que vous avez eu, alors en fait, on a eu il y a eu les deux du coup. Vous avez géré les lignes, mais forcément, pour pouvoir gérer les deux, il faut faire, en fait, pour avoir géré en fait dans les tables, forcément la notion de français, espagnol, anglais pour venir filtrer les lignes à un moment donné. Et donc, ça passe sur un système peut-être de RLS, peu importe l'utilisateur qui va filtrer les lignes. Mais dimension unique. On va au-delà de.
effectivement, vous avez fait sur les dimensions. Oui, sur les dimensions, et après le reste se fait par rapport à la région où la personne se trouve automatiquement. Petite question stupide, vraiment pragmatique. Demain, dans la liste déroulante, pour rajouter un supérieur, je ne sais pas quoi, machin. Comment c'est géré d'ailleurs en administration, en gouvernance? Si on rajoute les zones de choix, est-ce que c'est comment ça marche? J'y pense, ou c'est un truc qui vous fait... Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas nous qui étions sur le projet, donc on fait un retour d'expérience d'autres consultants CGI qui étaient. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, non, je ne sais pas comment ils... On pourra leur demander. On pourra leur demander. Il y a certainement une alerte. Il y a certainement une alerte qui a été créée, mais honnêtement, je ne sais pas, je pourrais leur demander. Super. J'ai le droit à une question encore. Oui, j'ai parlé vite. C'est vrai qu'on a parlé de cacher les onglets avec les RLS, en plus quand on cassait des pages. J'ai loupé un truc, on pouvait cacher des pages en Power BI. Et voilà, ma question, c'est en fait, vous avez choisi un profil utilisateur, c'est plutôt afficher une page ou une autre, c'est ça? Oui, en fait, ce serait afficher une page ou une autre. En fait, c'est pas vraiment afficher ou non, c'est-à-dire que selon le profil qui va se connecter, il y a un bouton, en fait, là, le bouton, il existe. C'est un bouton et il est juste tout blanc. J'ai plus vers une page, c'est ça. Quelque part, en tout cas, les boutons font une navigation à la page. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle ne va pas aller cliquer dessus parce que du coup, elle n'a pas... Non, c'est pas possible. On aurait bien aimé, mais... Globalement, il n'y a pas plus de fonctionnalités dans l'MBD que non. Il y a plutôt moins que... Je pense, qui est quand même historique. En fait, on l'a présenté au Port 325 avec Marie. Et une des propriétés où on se disait en gros qu'est-ce qui manque dans Power BI et comment on contrôle c'est possible, c'est on n'a pas l'accès à la propriété affichée ou masquée, visuelle. Conditionnel, un affichage conditionnel. Une question mettre à destination du public. Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire RLS? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais... Tout le monde. Level Security, mon accent du Nord, c'est Level Security. Waouh. Mais en fait, c'est vraiment la sécurité au niveau des lignes. Ça veut dire que quand on va rentrer, exactement. Si Tartampion n'a accès qu'au sud, on va bien venir regarder que les lignes du sud pour les afficher. Raw Level Security, et on a un petit peu le pendant avec l'OLS qui n'est pas tout à fait vrai. Et l'object Level Security, c'est dont je parlais avec Thomas, qui n'est pas tout à fait existant. Mais je ne connais pas ça. Comment ça marche? Bon, c'est des questions pareilles de RLS, mais au niveau de j'ai une liste de Roland de page, j'y accède ou pas en fonction de ma RLS. D'accord. Tu peux vraiment le faire, c'est par exemple du nom de la colonne. Et mettons un tableau. Un tableau, tu te dis, en fonction de, effectivement, je sais pas, j'ai un directeur de région, puis l'autre. Tu ne vois pas telle colonne. Au lieu de te dire, je vais diriger vers la page l'un ou l'autre, effectivement, tu pourrais imaginer pouvoir gérer ça au niveau de l'objet. C'est l'objet d'un tableau avec des colonnes, un voit la colonne par l'autre. Le problème de ça, maintenant que je suis en train de le dire, il y en a un qui, quand il va se connecter, il va avoir le visuel qui sera comme ça. Un truc, moi, que tu peux faire toujours, tu restes dans la même page et tu mets deux tableaux où tu les superposes et tu vois, voilà. Oui, là, c'est ce qui a été fait, ça a été superposé pour pas que la personne puisse non plus cliquer. Même quelqu'un qui n'a pas le droit de voir une information, ça j'ai testé dans Excel, il ne voit pas la colonne si il y a l'OLS qui a été mis dessus. Le seul truc un peu touchy que j'ai trouvé, c'est quand tu commences à faire l'OLS et la RLS ensemble dans la gestion. D'ailleurs, ça ne marche pas bien parfois. Il y a des problèmes de... Tu fais les deux. C'est la façon dont on développer, c'est bien ça casse tout de suite. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai fait des tests, je ne suis pas le spécialiste. Si tu mets les deux, tu vas juste tout voir. Il ne comprend pas. Et en fait, on ne peut pas combiner un rôle qui s'appuie sur de la RLS et un rôle qui s'appuie sur de l'OLS selon ce qu'on a, parce qu'en gros, il ne comprend pas qu'il a des colonnes dont il a besoin pour faire de la RLS d'un côté et qu'on lui enlève de l'autre. Il y a des trucs un peu bêtes. Je crois qu'il y a une question qui a l'air hyper importante. Une question par rapport aux onglets dans Power BI. Du coup, c'est pas possible de masquer un onglet en fonction de. Je vais faire une réponse très courte. On masque tout. C'est vrai. On masque tout, en gros, et on affiche en fonction de. C'est une bidouille. On peut faire ça avec des signets, des zones déroulantes, mais en fonction de la zone déroulante, il va pouvoir naviguer avec ce qu'on appelle les signets, on peut naviguer dans une page, entre guillemets, ou pas forcément. Oui, c'est ça, c'est les bookmarks, c'est exactement ça. J'avais plus le mot, mais c'est on envoie selon les pages auxquelles il a accès, mais ça reste
bidouille. Oui. Ça reste une bidouille. En fait, c'est exactement ce que c'est avec ça. J'avais pas dit le mot, mais c'est exactement ça avec la bookmark. C'est-à-dire, on va masquer, entre guillemets, quand on va sélectionner au champ ou macro. C'est pas la même bookmark qui va s'afficher. Non, c'est pas officiel. C'est pas dans la page. C'est ça. C'est vrai que le vrai truc va permettre de base. Ça serait génial. Tu ne conserveras que les pages que tu as le droit de voir. Donc, On va faire un quand tu meet-up es là-dessus. validé, tu vas naviguer vers la page. Comment on va faire? La réponse était non avec cette vidéo. Il faut qu'on trouve. Et là, c'est exactement comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, on va sélectionner, par exemple, je sais pas, Carrefour, Auchan ou Métro. Et si on va voir Métro, on va avoir un autre bookmark différent de Auchan ou Carrefour, parce que c'est grande surface et grossiste. Et en fait, on va pas afficher le même bookmark, et d'où le fait qu'on a quelque chose de différent, entre guillemets. En fait, tu peux pas vraiment masquer les pages, mais tu peux afficher une page d'accueil avec des liens, et ces liens sont différents selon les personnes qui se connectent, et du coup, si tu n'as pas le lien, tu peux pas y aller. Vu que c'est pas... Voilà. Oui, c'est un un développement. Ça marche. C'est un développement extrêmement bien. Mais c'est vrai qu'après, on ne voit plus les pages, en fait. C'est comme si tu n'avais pas de page, tu n'as que des liens pour naviguer, et ces liens sont définis par utilisateur. Voilà. Et donc, il y a un meet-up qui a été fait sur un retour d'expérience. Donc, ça a été vraiment fait avec, par rapport aux clients, masquer les clients, mais qui a été présenté par Marine. Donc, c'est un des meet-up de Lyon. Il n'est pas qu'il fait aussi? Ah non, encore une fois. C'est bien, elle peut le dire. C'était. Et non, mais je suis. Et du coup, là, il y a une vidéo où Marie, avec son collègue, avec Mathieu, présente tout l'UCS. On retrouvera les liens et on mettra après la pause de l'histoire. Je pense qu'on va très souvent dans l'après-midi vous dire mais on a fait un meet-up. Alors sans forcément tout le temps revenir là-dedans, mais là comme c'est un cas un peu pratique, très particulier, avec une question très particulière, donc réponse non, on ne peut pas le faire, mais il y a un contournement, et là il y a une vidéo qui montre exactement comment. Ok, ça va. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une dernière. Votre Teams, avec succès, vous avez géré ça comment l'alerte? Est-ce que c'est une alerte Power BI ou c'est un flux Power Automate? Ça, je pense que c'est du Power Automate. Connaissant un petit peu, je pense que ça doit être du Power. Mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que la place d'avoir fait le mail, ils ont fait un Teams. Voilà. Oui, je pense. Ouais. Bon. Pour l'avoir fait nous, je peux pas donner la réponse, mais c'est ça. Et donc, il y a des alertes tous les jours pour tous les rafraîchissements, pour tous les différents jobs en fait qu'on tournait. Et du coup, l'alerte remonte tout de suite si jamais quelque chose va pas. Et vu que c'est sur le canal Teams, c'est le coopératif. Mais t'es pas spammé, c'est ça. On n'est pas spammé de mail. Et du coup, tout le monde est au courant. Personne ne peut dire j'ai pas reçu le mail, j'ai pas vu l'info. Voilà. On peut juste dire j'ai un problème Teams, c'est pas j'ai un problème avec vous. Ça dépend à qui s'adresser. Si s'adresser à l'équipe de dev, ça va. Si tu as besoin d'informer, je sais pas, le directeur, qui s'est passé avec des chiffres dedans, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Non, mais en fait, je sais pas si on le voit bien dans l'imprimé écran que j'ai mis, mais c'est vraiment, ça dit juste. C'était 3 avant, il me semble. Là, ouais, non, on voit pas très bien, mais en fait, ça dit combien de temps ça a mis pour d'exécution. Donc, si ça a mis normalement plus de 5 minutes, c'est que déjà, il y a eu un souci. Et après, voilà, et on voit marqué avec succès. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'ils vont regarder. C'est marqué avec succès. Et si le nombre de minutes, le temps de chargement était vraiment correspond à ce qu'il y a d'habitude ou pas? Non, pas du tout. Je demande tout à l'heure. Voilà. Merci.